Pratiquement tous les jours, on entend dans les médias parler du chantier de l'école, de la réforme du système éducatif, de la nécessité de repenser ce système qui, jusqu'à maintenant, semblait marcher plus ou moins bien, selon les périodes, selon les générations aussi. Mais cette question, bien qu'elle soit d'actualité maintenant, elle a souvent aussi été évoquée comme sujet de discussion. Elle a été évoquée comme sujet de discussion dans différentes disciplines, pas seulement en sociologie, ou en sciences d'éducation, ou en psychologie, pédagogie, histoire. Cela reflète le caractère interdisciplinaire des questions de l'école, mais aussi cela reflète la mise en contexte. Parce que parfois, c'est l'aspect économique qui apparaît être le plus important, parfois c'est l'aspect géographique aussi. Si je cite les 3 études qui ont marqué la recherche en Tunisie par rapport à la question de l'école, il y a une étude qui a été faite par un économiste, Abdullah Seyss, à la fin des années 60, et la question économique pour l'école était posée d'une façon, je dirais, prépondérante par rapport aux autres disciplines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait mettre en place un système éducatif très coûteux pour l'ensemble de la population, et il fallait évaluer le coût de ce système. Donc, combien coûterait un élève supplémentaire? Est-ce qu'on va généraliser le système par palier, ou est-ce qu'on va le faire tout d'un coup, etc. C'était les questions auxquelles Abdullah Seyss, dans les années 60, a réfléchi, auxquelles il a donné quelques réponses. Par la suite, on trouve la thèse, la fameuse thèse de Bousnine, justement avec l'expansion du système éducatif, les planificateurs se sont vite aperçus que le système était inégalitaire. Cette expansion ne s'est pas faite de la même manière dans les différentes régions du pays. Et depuis cette période, d'ailleurs, on parle d'inégalité en matière d'enseignement. Cette inégalité était à la fois liée à l'expansion de l'enseignement, mais aussi aux résultats et au rendement de ce système éducatif. Depuis cette période-là, les régions reculées avaient un rendement vraiment très inférieur à celui des régions côtières. Il y a eu aussi une thèse très connue de Yunus Ghlem, qui est une thèse de démographie. Et bien évidemment, le besoin s'est fait sentir lorsqu'il s'agissait de planifier l'entrée de flux successifs, de générations successives à l'école. Et tout ça nécessitait un effort de recherche pour dire comment il faut ajuster le système éducatif en fonction de la démographie du pays. Donc on voit que cette question de l'école, excusez le terme, s'est baladée dans les différentes disciplines, et à chaque fois, selon le contexte, il y a une discipline qui prend le relais pour parler de la question de l'école. Et il semble que ces dernières années, c'est toujours la démographie qui s'est le plus intéressée à la problématique de l'école, vu la massification du système éducatif. Donc c'est devenu un phénomène de masse, et la population des élèves et des étudiants, pratiquement le quart de la population du pays, donc c'est une vraie industrie, pour emprunter un terme à l'économiste vietnamien, donc une vraie industrie de l'école s'est mise en place en Tunisie, avec les 3 systèmes, avec les 3 degrés d'enseignement, dès le primaire jusqu'au supérieur. Je voulais vous montrer quelques graphiques, mais bon, malheureusement, pour vous montrer un peu le progrès entre guillemets, c'est-à-dire l'évolution constatée dans le système éducatif par rapport aux différents niveaux. Je ne sais pas si ça sera... On dit que le message va disparaître dans 2 minutes. D'accord, mais c'est pas grave, de toutes les façons, je vais vous décrire un petit peu ça. Grosso modo, nous sommes passés, vous savez, les recensements permettent un petit peu tous les 10 ans de faire quelques constats sur les différentes grandeurs socio-économiques, éducatives, de migration, etc. sur le pays. Et actuellement, on est en train de saisir les données du recensement de 2014, dont les résultats sont apparus par la semaine dernière. Bien sûr, je ne l'ai pas encore mise, mais il y a eu une grande évolution depuis 2004, au moins par rapport à l'éducation. Il y a eu le... Ah, voilà. Donc, en Tunisie, à partir de l'indépendance, juste un petit rappel pour
les non spécialistes, la massification, on dirait, de l'école a commencé en 58, avec la fameuse loi de la tunisification de l'enseignement, l'unification et la tunisification de l'enseignement. Donc, le premier recensement qui a été réalisé après l'indépendance est celui de 66. Il y a eu un recensement en 56, dont les résultats sont très contestés et qui a été fait d'ailleurs sous la colonisation française. Donc à partir de 68, on a des résultats plus ou moins fiables qui permettent de repérer l'évolution de l'enseignement. Ce que vous voyez en bleu, c'est la population, le taux de la population analphabète. En rouge, c'est le taux de la population qui a un niveau primaire. En jaune, le taux de la population qui a un niveau secondaire. Et en vert, la population ayant suivi des études supérieures. On voit la tendance du progrès. Vous voyez que l'analphabétisme a baissé considérablement, passant à peu près de 70%, avec une différence importante entre les hommes et les femmes, pratiquement à 20%, 22% en 2004. Maintenant, il est tombé à 18%. Ça reste toujours quelque chose de très important. Mais ça, c'est générationnel, parce qu'on ne peut pas faire baisser le taux d'analphabétisme, c'est chez les personnes qui ont échappé au système scolaire. Par contre, ce que vous voyez, c'est que le niveau primaire, il reste pratiquement, depuis les années 60, au même niveau, c'est à peu près 30% de la population. Ce qui a progressé considérablement, c'est les gens qui ont un niveau secondaire, puis ça commence à apparaître en vert, en tout petit, c'est la population ayant un niveau supérieur. Ce que certains n'arrivent pas encore à saisir, c'est que la population tunisienne est encore en majorité, je dirais à peu près 50%, n'a pas dépassé le seuil des études primaires. C'est-à-dire qu'ils sont ou bien analphabètes, ou bien ils ont suivi uniquement les études primaires. Ça, quand je le dis parfois, on commande pour ça la population tunisienne instruite, etc. C'est une longue évolution, ça progresse bien évidemment, mais sur des décennies. Et le phénomène éducatif est un phénomène générationnel par nature. C'est-à-dire, il permet de voir l'évolution à travers les générations, parce qu'une promotion, une cohorte, quand elle entre à l'école, elle sera instruite ou bien non. Si elle n'entre pas à l'école, ça restera sur une centaine d'années. Donc le temps que cette génération pratiquement disparaisse définitivement. D'une façon générale, voilà les 4 niveaux d'enseignement, les 3 plus le niveau d'analphabétisme, qui ont évolué de cette façon durant les 40 dernières années. Pour ce qui concerne les flux, maintenant, les gens scolarisés dans l'enseignement, on est passé pratiquement au début des années 60, c'est-à-dire juste après la mise en place de la loi sur l'enseignement, de à peu près 400 000 élèves scolarisés à 2 500 000 actuellement. Dans ces 2 500 000, bien sûr, vous voyez, il y a à peu près 1 500 000 d'élèves scolarisés dans le primaire, à peu près 1 million, un peu plus qu'1 million dans l'enseignement secondaire, et entre 300 000 et 400 000 qui sont scolarisés dans l'enseignement supérieur. Bien sûr, tout cela a suivi des rythmes très variés. Et pour comprendre quels sont les mots fixes du système éducatif tunisien actuellement, il faut reconstruire comment s'est produite cette évolution pour les différents niveaux d'enseignement. Parce que si on va suivre cette évolution, on va comprendre la part de l'intervention du politique et la part des facteurs sociologiques. Parce qu'il y a une forte demande d'enseignement en Tunisie. Il faut expliquer pourquoi il y a eu cette forte demande d'enseignement qui n'est pas comparable, au moins dans les années 60-70, par rapport à ce que d'autres pays ont vécu aussi. Donc il y a la composante sociologique, il y a la composante démographique aussi, parce que si on suit ces flux-là, on va dire, oui, c'est normal, ce sont des gens qui sont nés, et par conséquent, ils sont scolarisés. Donc c'est un facteur démographique qui permet d'expliquer cette évolution des élèves aussi. Il y a les trois, en fait. Il y a le facteur sociologique, le facteur démographique, mais il y a aussi, surtout, le facteur politique, qui, à mon avis, et on l'expliquera, responsable en grande partie de des maux du système éducatif. Donc si on devrait repenser le système ou le réformer au moins, eh bien, il faudrait ne pas commettre les erreurs du passé. Je vais vous épargner les explications d'ordre démographique, pourquoi il y a eu telle évolution pendant telle période, etc. D'une façon générale,
Donc, si on suit l'évolution du système des gens scolarisés ou des enfants scolarisés dans l'enseignement primaire, eh bien, il y a eu une très très forte croissance durant les années 60. Et ça, c'est la politique de Bourguiba qui a été mise en place durant toute une décennie, la décennie des années 60. On est 58, donc ça c'est l'aspect législatif, c'est la loi qui est apparue en 58. Mais la mise en place de cette loi, l'ouverture des écoles, pratiquement sur l'ensemble du territoire, c'était les années 60. Et dans les années 60, le taux d'accroissement de cette population scolarisée dans le primaire a été très très important. Donc, elle est de l'ordre de 9,5%. C'est-à-dire, chaque année, vous avez des effectifs des élèves du primaire dont l'effectif augmente de 9,5%. Un taux considérable si on sait que l'accroissement démographique durant cette période est de pratiquement 3%. Donc 3 fois l'accroissement démographique. Ça rend l'effort qui a été fait par l'État pour scolariser dans le niveau primaire pratiquement l'ensemble des élèves. Donc l'effectif il est passé globalement de 408 758 élèves à 1 325 000 élèves à la fin de la décennie 90. À partir des années 70, 1970 en particulier, eh bien, les effectifs scolaires vont continuer à augmenter, mais avec un rythme beaucoup plus faible. Donc on a vu pendant les années 60, c'était à peu près 9,5%. Pour les années 70, ça va être 2%. C'est pratiquement l'accroissement démographique. Ça veut dire que la scolarisation pratiquement a été accomplie pour l'ensemble des élèves. Et on va maintenant suivre le rythme de l'accroissement démographique, peut-être un petit peu moins. Mais il faudrait remarquer là que c'était aussi parce qu'il y a eu une nouvelle politique libérale, celle de Vladimir, qui dans un discours connu à Monastir a dit « Moi je ne veux plus continuer dans cette politique de l'école humaniste pour tout le monde, etc. Pour moi, l'école doit être au service de l'économie. » C'est à partir de ces années-là qu'il va y avoir des mesures assez contraignantes pour les taux de passage, notamment pour le concours de la 6e. Donc une planification assez stricte va être mise en place durant toute une décennie. C'est, entre parenthèses, la seule décennie où, même si le taux d'analphabétisme a stagné ou a baissé un tout petit peu, eh bien, le nombre d'analphabètes, lui, a augmenté. C'est la seule décennie dans l'histoire de la Tunisie, depuis la mise en place du système éducatif, où le nombre d'analphabètes a augmenté. Tout le monde, non, ceux qui ont vécu cette période savent quelles étaient les règles de passage dans le concours du 6e, combien elles étaient strictes. Et en plus, c'est ce qui a fait d'ailleurs que c'est devenu quelque chose de très très demandé, quelque chose auquel les parents s'attachent. En fait, le passage de la 6e par un mouton égorgé, par des ennemis. Mais c'était assez contextuel à cette période-là où ce passage est devenu très difficile. Et non seulement le passage est devenu difficile, mais en plus si on redouble 2 fois ce concours, pratiquement on ne peut plus faire des études langues, on fait des études professionnelles. C'est ce qui a encore stigmatisé encore plus les études professionnelles. C'est devenu quelque chose auquel on doit échapper. C'est synonyme d'échec. C'est pour cela que je vous dis les décisions politiques qu'on apprend à l'impact. Un impact symbolique, mais aussi un impact sociologique, parce que les gens interprètent, produisent du sens par rapport à cette institution et bien évidemment décident par la suite des choix qu'ils devraient adopter. Donc, d'une façon générale, si on regarde l'évolution des élèves dans le second degré, donc ce qu'on appelle les études secondaires auparavant, maintenant c'est devenu le deuxième cycle des études de base. Deuxième cycle de l'école de base avec l'enseignement secondaire. Eh bien, on voit qu'on peut constater les 3 périodes. Une première période avec forte croissance, une période de stagnation, puis une reprise à partir des années 80. Plus particulièrement à partir de 85. Et ça, c'est pas dû au hasard. Et c'est pas démographique non plus. Donc, si je suis démographe, je sais reconnaître les facteurs démographiques, et là, je vous dis que c'est pas démographique. La démographie évolue linéairement, presque, sauf événements exceptionnels.
Mais là, ce sont des décisions politiques et ça montre que les politiques intervenaient. Pour vous dire une dernière chose sur les années 70, si vous regardez les plans, eh bien, dans les plans, il y avait les taux de réussite au sixième. C'est-à-dire, c'était sous forme d'objectif. C'est-à-dire, durant les 3 ou 4 ans, on va cibler un taux de réussite au sixième de 22%, par exemple. Ce qui est assez bizarre, c'est que ces prévisions étaient pratiquement conformes aux résultats. La seule fois où il y a eu décalage entre résultats et prévisions, c'était l'année où Nzavi est devenu Premier ministre, alors qu'il était ministre de l'Éducation. Et ce passage par le ministère de l'Éducation a été très instructif, parce que je pense, c'est une extrapolation de ma part, mais il ne faut pas me tromper, cet homme politique a compris l'importance de l'éducation pour la population tunisienne. L'engouement des Tunisiens pour l'éducation, un engouement qu'on va expliquer par la suite sociologiquement. Mais cette importance a fait que, et pourquoi pas, si on va soulager les gens par rapport à cette crainte de ce concours devenu si contraignant pour tout le monde, donc, et tenez-vous bien, cette année-là, le taux de réussite en sixième a doublé. Il a passé de à peu près 20% à presque 40%. C'était l'année ? C'était 85, 86, 85. 80, vous avez. Ah, 80, pardon. Bon, je vous donnerai si vous voulez les détails. 84, 85, 86. C'était 81, 80. 80, 86. 80, 86. 80, c'est ministre de l'Éducation, pas Premier ministre, 80. 81, 82. Avril 80, Premier ministre. La commission dépassé, locale, dépassé. C'est là que ça se passe, s'il vous plaît. nous avons orchestré ce ministre. Donc c'était en 80. La nomination elle était en 80. Et c'est à partir de ce moment-là que les taux ne correspondaient plus à la moyenne nationale. Alors, le problème dans le système éducatif, c'est que si vous ouvrez ces verrous, eh bien, vous allez avoir des flux qui vont passer. Et le passage de ces flux nécessite une planification assez importante pour l'État. C'est pas facile. Donc, une décision d'ouvrir une vague devrait être comblée très très rapidement par un recrutement d'enseignants, par l'ouverture de structures, etc. Et donc, tout cela va avoir un impact considérable. L'avantage dans ce système à double verrou, c'est-à-dire sixième et baccalauréat, c'est qu'on peut ouvrir une première vague, mais laisser la deuxième un peu fermée pour contrôler les flux. Et ça, c'est ce que vous allez voir ici dans cette courbe. C'est le taux de réussite au baccalauréat. Et vous allez voir que si on commence dans les années 77, 78, je crois que c'était l'année où il y a eu fuite du bac, quelque chose comme ça, c'est la seule année où il y a eu un problème au niveau du bac. Où la session a été 77-78, ça commence là avec un taux qui est très proche de 60%. Plus les flux augmentaient dans l'enseignement secondaire, l'État n'avait pas les moyens pour que ces flux continuent dans l'enseignement supérieur. Je dis tout ça, abstraction faite aussi de la qualité de l'enseignement. Je ne suis pas en train ici de juger de la qualité de l'enseignement, parce que ça c'est aussi un autre facteur explicatif de ces variations, et il faut en tenir compte. Mais là, je suis en train de tenir uniquement compte des flux et des passages des flux, et du taux de passage à travers les différents degrés de l'enseignement, à savoir le concours de la sixième et l'examen du baccalauréat. Donc on voit comment la tendance de la courbe est en baisse. Et ce que vous constatez, le minimum, là, le point qui est ce point-là, le point le plus faible, c'était 86, là où il y a eu la troisième session. Donc le taux le moins important de réussite au baccalauréat, c'est ce point-là. Mais la tendance générale, ce n'est pas un point exceptionnel, dans la mesure où la tendance générale était vers la baisse. Et on est arrivé à une période charnière, la période des années 90, où l'État était confronté à une question importante. Est-ce qu'il faudrait, il y a eu une étude stratégique sur ça dans les années 90 d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait ouvrir aussi l'enseignement supérieur et massifier l'enseignement supérieur, ou est-ce qu'il fallait continuer dans une politique ancienne?
Les politologues pourraient nous renseigner davantage sur cette question, mais on est dans un régime populiste. Et comme vous avez dit, là aussi, le régime a compris l'importance de l'éducation. Et ces règles particulières, des taux de réussite exceptionnels à des périodes particulières, telles que des élections, etc., moi, à mon avis, c'est une coïncidence assez troublante. Ça ne peut pas être uniquement du hasard. Donc ça va continuer. Et on va avoir, à chaque fois, une période comme ça, on va avoir des taux qui vont devenir assez importants. L'essentiel, c'est qu'à partir des années 90, il y a eu une décision pour la massification de l'enseignement supérieur. Et la courbe va reprendre après avoir baissé pendant une longue période aussi. Les 25%, vous allez les voir, c'est là. C'est la fin de la courbe. C'est les taux exceptionnels qui se trouvent ici. C'est cette année-là où ce taux a pratiquement atteint 74%. Donc, les chiffres, hein, c'est têtu, hein, donc ça ne peut pas les changer. Donc, le reste, il reflète aussi les décisions. La conséquence de tout ça sur les effectifs des étudiants. Voilà la courbe. Donc, là, la variation, on ne peut pas l'apercevoir, hein, parce que l'intervalle est tellement important, mais là aussi, il y a eu un accroissement très très important de l'effectif des étudiants. Toute cette période-là, jusqu'aux années 70, va être une période de forte croissance des effectifs. Voilà la période de stagnation. Trois périodes se succèdent, une période de stagnation aussi, là où vous voyez la courbe de la réussite au baccalauréat diminuer d'une façon considérable. Ça correspond à toute cette période-là. Et c'est à partir des années 90 que vous voyez la pente prend vraiment des allures très importantes. Et là, ce que vous voyez ici comme baisse, et on commence à la sentir même dans notre faculté ici, eh bien c'est dû à un phénomène démographique. Ça, c'est démographique. Et ça va baisser, ça ne va pas baisser d'une façon considérable, ne vous réjouissez pas trop, mais ça va baisser un tout petit peu, ça va stagner un petit peu. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en considération. Pour vous montrer, et là c'est définitif, qu'il n'y a pas de relation entre la démographie et ce que vous avez vu dans l'augmentation des effectifs, vous voyez cette courbe, les mathématiciens l'appellent une courbe exponentielle. Ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. C'est-à-dire que quand vous avez l'effectif de la tranche d'âge 20-24 ans augmenté un tout petit peu, vous avez l'effectif des étudiants qui augmente de façon considérable. C'est exponentiel, ce n'est pas linéaire. Donc ça montre qu'il n'y a pas de relation entre l'accroissement démographique et d'un côté et l'augmentation du nombre des étudiants d'autre part. Alors, la question de la mobilité sociale. Bien sûr, quand on observe ce type d'accroissement dans le système éducatif, l'enjeu dans cette situation, c'est la mobilité sociale. La mobilité sociale est le premier facteur qui a favorisé cette évolution parce qu'il a augmenté la demande sociale pour l'enseignement. Il a augmenté d'une façon considérable. Ce sont les parents qui poussent. On le voit en Tunisie essentiellement à travers les études, ce qu'on appelle les cours de soutien scolaire, les cours particuliers qui reflètent cette forte aspiration des parents pour que leurs enfants puissent atteindre des niveaux d'enseignement très élevés. Pourquoi en Tunisie on observe ça de façon assez importante? Eh bien, si vous regardez globalement une carte factorielle dans laquelle vous avez des catégories des deux variables. La première variable, c'est le niveau d'enseignement, qui sont représentés par des carrés. Donc, ici, vous avez les analphabètes, ici, vous avez ceux qui ont un niveau primaire, là, le niveau supérieur, et là, ceux qui ont un niveau secondaire. Et ce qui est en étoile, ce sont les CSP, les catégories socio-professionnelles. Donc on va superposer les deux, c'est une technique statistique assez courante maintenant dans les travaux sociologiques. Eh bien, ce qu'on constate, c'est la parfaite correspondance entre niveau d'enseignement et CSP. Vous avez de l'autre côté, tout à fait à droite, les cadres qui sont pratiquement collés aux gens ayant un niveau d'enseignement supérieur. Vous avez ceux qui n'ont pas fait d'études, c'est plutôt les cultivateurs, les éleveurs, les pêcheurs, et un peu d'ouvriers agricoles, etc., qui sont proches du niveau primaire, mais qui se trouvent aussi à côté des gens qui n'ont pas fait d'études. Vous avez les commerçants qui se trouvent entre les deux, entre les gens qui ont fait du secondaire et les gens qui ont fait des études primaires. Les employés, c'est plutôt proches de ceux qui ont fait des études secondaires, mais aussi se trouvent un petit peu du côté des gens qui ont fait des études même supérieures. Donc vous voyez, c'est une parfaite correspondance entre CSP et le niveau d'enseignement. Ça s'appelle en sociologie la méritocratie.
un système méritocratique. C'est-à-dire, le système, il a fonctionné. Faites bien attention, ça c'est pour l'ensemble de la population et surtout pour les gens qui ont des emplois, c'est-à-dire les générations précédentes, ceux qui ont précédé cette massification de l'enseignement. Mais quand vous avez vécu une période, une longue période, 40-50 ans, dans laquelle, parce que le système il était très sélectif, notamment dans les années 70, eh bien, vous devez vous attendre à ce que, lorsque vous améliorez un tout petit peu votre niveau d'instruction, vous vous attendez à ce que votre position sociale soit la même que celle que vous avez souhaitée. Et malheureusement, comme la plupart n'ont pas fait d'études, donc ils souhaitent que leurs enfants puissent réaliser, accomplir ce que eux n'ont pas accompli. Et ça, ça a été aussi étudié dans d'autres contextes et tout ça a montré son efficacité. Sauf que, si on essaie d'appliquer ça aux nouvelles générations, on se trouve dans ce qu'on a... Moi, j'ai appelé chômage paradoxal, parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Philippe Héribarne, qui a parlé du chômage paradoxal, mais il a désigné autre chose. Il n'a pas désigné ce que nous vivons. Le chômage paradoxal pour Héribarne, c'était les années 80 en France, lorsque on voit une croissance économique importante sans que le chômage ne s'améliore. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a de l'activité, il y a de la production, et en même temps, le chômage ne baisse pas. Donc Philippe Héribarne a écrit un livre qu'il a appelé le chômage paradoxal, c'était dans les années 80, et il a parlé de cette situation. Pour nous, le chômage paradoxal, c'est différent. C'est un chômage qui augmente avec l'amélioration du niveau d'instruction. Et il est paradoxal parce que Alfred Sauvy a fixé une règle qui est complètement l'inverse. C'est-à-dire, pour lui, quand il y a progrès technologique, on aura de moins en moins besoin de gens non qualifiés et on aura de plus en plus besoin de gens qualifiés, ce qui fait que, même s'il y a le livre d'Alfred Sauvy, c'est un ouvrage collectif qui s'appelle La machine et le chômage. Lui, il essaie d'expliquer autre chose. Il dit pourquoi, malgré qu'il y a plus de machinisme, plus de technologie dans l'économie, malgré ça, le chômage des gens qualifiés, lui, il n'augmente pas. Alors, il dit il n'augmente pas parce qu'avec le progrès technologique, on a toujours de plus en plus besoin de gens qualifiés. Donc, normalement, ce qui devrait se passer, c'est l'inverse. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de qualification, etc., devraient se confronter à une situation de chômage dans un contexte technologique et de progrès. Or, je vous montre un exemple ici. Ça, c'est sorti de l'enquête population emploi de 2010, juste avant la Révolution. Et ce sont des données de l'INS. Bon, ils n'ont pas été publiées comme ça. Moi, j'ai la base, donc j'ai pu dégager ces données. Et même si on sort le même graphique pour l'ensemble de la population, ça va être plus ou moins la même représentation, c'est-à-dire une augmentation linéaire des gens qui sont en chômage en fonction de leur niveau d'instruction, même si c'est dans des proportions un peu différentes. Là, pour vous dire, par exemple, à Sidi Bouzi et Kassri, les gens qui ont un niveau d'enseignement supérieur sont à 60,6% occupés et 30,4% en chômage. Si vous descendez au niveau secondaire, là, les gens en chômage, c'est 20,1, donc pratiquement moitié-moins. Et si vous descendez encore, c'est 13,6. Si vous n'avez pas fait d'études du tout, il y a 8,7% de chances que vous soyez en chômage. Donc là, c'est une situation assez étonnante. Non seulement il y a un problème de chômage, mais le chômage est linéairement corrélé, si j'ose dire, avec votre niveau d'instruction. Si vous voulez travailler, vous ne faites pas d'études. Ça, c'est le nouveau message. Alors que le message des générations précédentes, c'est celui que je vous ai montré. Ce schéma-là, c'est le schéma qui a amené la règle de fonctionnement de la société pour des générations. Et maintenant, on est en train de voir cette situation, les jeunes, eh ben, c'est ça ce qu'ils vivent. Et on voit le contraste. Vous allez me dire, mais ça existe même en Europe, n'est-ce pas? Eh bien, je vous dis, je m'excuse, ça c'est la situation, l'évolution du taux de chômage en France, c'est l'évolution du taux de chômage en France depuis 1979 aussi jusqu'en 2010. Et là, les différentes courbes, là vous voyez les gens analphabètes. Les gens qui ont ou bien un brevet ou aucun diplôme, eh bien, ils sont en 2010
44,3% à être en chômage. Ça, c'est le taux le plus élevé de chômeurs parmi les gens sans qualification, ayant uniquement le brevet ou n'ayant aucune qualification. Ça descend quand on arrive au niveau PAC, ça descend à 22,5. Ça rappelle exactement les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, sauf que c'est complètement inversé. C'est pour ça que je parle de chômage paradoxal. C'est exactement le modèle inverse des pays industrialisés. Ça tombe à 10,7 lorsque vous avez un niveau d'enseignement supérieur, pour nous c'est 40%. Donc, à Sidi Kasserine, c'est à peu près 30% pour l'ensemble du pays. Un autre schéma qui vraiment me désespère, moi particulièrement, ce que vous voyez ensemble, c'est les périodes de chômage. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas fait d'études, la période que vous restez en chômage est très courte. En fait, vous travaillez, vous pouvez devenir chômeur, mais vous retravaillez, etc. C'est un travail précaire, peut-être, qui n'est pas durable, etc. Mais au moins, la période de chômage est courte. Mais vous voyez, les points sombres deviennent de plus en plus importants avec le niveau d'instruction. Donc, plus on fait d'études, non seulement on risque d'être au chômage, mais on va rester en chômage pour une période de plus en plus longue. Je ne suis pas aujourd'hui là pour vous donner des réponses, comme l'a dit Hichem. On ne va pas proposer un schéma, un modèle pour dire voilà comment on va réussir tout ça. L'essentiel, c'est que tout ça, c'est une accumulation. Accumulation différentes politiques qui a mené vers cette situation où l'école reflète exactement l'inverse de ce qu'elle reflétait auparavant. Et dans cette situation, le problème, c'est que ces jeunes-là sont prisonniers d'une situation, le malheur, c'est qu'ils ne l'ont pas choisi. C'est-à-dire, on n'a pas parlé de la réforme de 1989-90 avec l'école de base. Cette école de base a instauré un tunnel, je dis un tunnel unique pour l'ensemble des élèves. Ils rentrent à l'âge de 6 ans, en première année d'études primaires, et ils en sortent, puisqu'il y a eu massification, et les chances se sont améliorées pour rester le plus longtemps sur les bancs de l'école, de l'université, etc. Ils sortent après presque une vingtaine d'années, avec un diplôme, c'est vrai, mais ils n'ont rien choisi dans ce processus. C'est-à-dire, avant, il y avait au moins, avec tous les stigmates que cela porte, cette formation professionnelle, qui a été complètement enlevée du système d'enseignement. C'est devenu dans la formation professionnelle avec un nombre très très réduit d'élèves qui peuvent fréquenter ça. Donc, et avec la stigmatisation qui va avec aussi, donc il n'y a plus de possibilité de faire une formation professionnelle. Vous entrez, vous faites l'enseignement jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et le malheur encore, c'est qu'au baccalauréat, vous ne choisissez pas. C'est vrai qu'on remplit la fiche de choix entre guillemets, parce que tout le monde calcule sa moyenne, son score, etc. Il va dire non, je ne vais pas pouvoir devenir ingénieur informaticien ou médecin. Donc par conséquent, je vais choisir en fonction de ma note, de ma moyenne, etc. Il va faire un choix. Lui, il veut devenir peut-être sociologue, il y en a, pas désespéré. Mais finalement, il va devenir juriste, économiste ou autre chose. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas réellement un choix. Et d'où on peut comprendre le sens de l'injustice. Parce que d'un côté, les règles qui ont fonctionné pendant 50 ans ne fonctionnent plus. On nous impose de nouvelles règles. Vous faites des études, vous devez rester en chômage. Et ça, ça pèse comme situation. Mais en plus de ça, on rend responsable celui qui a choisi par votre place. Donc vous n'avez pas choisi, vous faites de la sociologie parce qu'on vous a orienté. D'ailleurs, je pose la question aux étudiants de première année chaque fois. Comment vous avez fait? Est-ce que vous connaissez la discipline dans laquelle vous êtes inscrit, etc. Et ils répondent tous non. Non, pratiquement. Et l'histoire aussi, toutes les disciplines. Là, on responsabilise celui qui a choisi à votre place. C'est tout à fait normal. Donc, à mon avis, les pistes qu'on pourrait ouvrir par rapport à ça, c'est de donner des alternatives aux gens. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils soient dans ce tunnel qui choisit pour eux. Ce sont les parents qui choisissent, qui les poussent, et eux ne font que suivre. On suit. Et par conséquent, on n'a plus de volonté, on n'a plus ce choix-là.
Et si le système devrait être réformé, à mon avis, la première chose à faire, c'est de donner des alternatives.